Pour la suite, où nous allons ouvrir le débat sur les impacts des crises sanitaires, de la crise énergétique. Et pour l'animation de ce débat, je vais appeler Madame Suyin Hart, qui est entrepreneuse en communication visuelle, qui est également animatrice, journaliste, notamment pour la chaîne Canal Z, que certains d'entre vous connaissent probablement bien. Madame Suyin Hart, je vais vous passer la main pour la suite de l'animation, et je vais vous passer d'ailleurs l'outil de cette animation. Merci beaucoup. Je mets le slido ici. Bienvenue, messieurs, dames aussi de ma part. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais tout d'abord commencer par remercier Madame Van Impe parce que je dois dire qu'elle a vraiment très bien démontré à quel point le port d'Anvers-Buch est notre port du futur et un levier pour cet avenir durable dont on rêve tous. Je retiens pour ma part vraiment aussi cette volonté de vouloir être pionnier. Et la semaine passée, j'ai pu remettre un award pour le Chief Digital Officer à votre CDO, Erwin Verstraal. Et lui aussi, il a vraiment démontré au jury à quel point la technologie dont vous avez parlé est vraiment non seulement dans le cœur de vos activités, mais vraiment aussi une clé pour la croissance. Et alors, oui, effectivement, devenir ce leader en transition énergétique, très intéressant. Je pense qu'on va encore en parler davantage dans le panel. Mais dans le panel, vous êtes bien évidemment pas seul. Il y a deux autres personnes que je vais demander à nous rejoindre sur scène, Madame Carole Kuhn et Monsieur Norbert Kriedel. N'hésitez pas de déjà prendre vos places. Et Monsieur, dames, c'est quand même remarquable. Ça m'arrive pas tous les jours d'avoir un panel avec deux femmes et un homme. Parce qu'en général, je dois dire que les balances sont plutôt de l'autre côté. Donc, félicitations à l'organisation d'avoir deux femmes brillantes avec nous pour ce panel. Je vais introduire peut-être brièvement Madame Kuhn, qui est depuis 2021 secrétaire générale de l'association de European Railrolling Stock Lessors, une organisation qui représente le secteur ferroviaire au niveau européen, qui défend les intérêts des sociétés européennes pour le leasing du matériel roulant ferroviaire. Avant, elle était secrétaire générale of the European Rail Freight Association et elle a encore occupé d'autres fonctions dans le secteur du transport. Monsieur Norbert Kriedel, lui, il est chargé des questions statistiques et l'observation du marché à la Commission centrale pour la navigation du Rhin et il est depuis 2008 à la CCNR à Strasbourg. Et ses tâches principales sont la collecte et l'analyse de toutes les questions économiques de la navigation intérieure européenne. Et c'est aussi lui qui fait la rédaction des rapports du marché. Je viens vous rejoindre ici, de ce côté de la scène. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas, messieurs, dames, peut-être il faudra remontrer le QR et le lien pour le slido, parce que si vous avez des questions, moi j'en ai préparé un peu de mon côté, mais si vous en avez, n'hésitez pas de nous les envoyer et si tout marche bien, je les aurai sur la tablette pour plus tard. Je vous ai introduit un petit peu brièvement, Madame Kuhn, mais peut-être vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce que fait cette organisation pour laquelle vous êtes responsable. Oui, alors c'est une association européenne qui est reconnue comme représentative des intérêts du secteur ferroviaire au niveau européen. C'est-à-dire que nous participons aux réunions européennes avec la Commission et avec l'Agence ferroviaire européenne et nous partageons des données, nous partageons des opinions avec d'autres associations représentatives du secteur. Donc moi, je représente vraiment un tout petit segment du secteur, mais un segment extrêmement dynamique qui est considéré comme le catalyseur de la... du développement de la concurrence sur le rail. Et donc, c'est le secteur du leasing de matériel roulant ferroviaire, essentiellement de locomotives. D'accord. Il y a aussi des voitures voyageurs et
et des automotrices, mais vu que la libéralisation du secteur voyageur a commencé plus tard, la part du matériel roulant voyageur est nettement plus limitée dans notre flotte. Donc nous louons du matériel roulant, essentiellement des locomotives. D'accord, ok. Monsieur Kriedel, peut-être la même question pour vous. Je vous ai introduit bien évidemment brièvement, mais quelle est votre responsabilité la plus importante? Oui, ça c'est justement le rapport, la rédaction des rapports d'observation des marchés, je pense. Chaque année, on publie un rapport annuel et des rapports semestriels, ainsi que des rapports thématiques comme sur le transport fluvio-maritime, par exemple, qui était mentionné par Madame Van Impe aussi, brièvement, et sur le marché d'emploi, dans la navigation fluviale aussi. D'accord, d'accord. Vous étiez dans la salle tous les deux, vous avez écouté également la présentation de Madame Van Impe. Madame Kuhn, votre réaction? À certains moments, j'ai entendu qu'elle disait « ça bouge », des fois ça ne bouge pas. Votre réaction? Alors j'ai noté des mots-clés de votre présentation. Donc vous mettez évidemment en avant une forme d'attente vis-à-vis du secteur ferroviaire que notre part de marché se développe. Donc c'est évidemment notre objectif, mais c'est plus que notre objectif, c'est en cours. Donc je parle souvent non pas de transition, mais de transition. Et donc il y a des signes qui ne trompent pas. La transition est vraiment en cours. Elle va aussi se baser sur des synergies avec les ports. Donc il y a des travaux en cours sur le sujet. Vous avez parlé d'hydrogène. Alors là, je suis admirative vis-à-vis de votre positionnement stratégique, évidemment. Pour le rail, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si ce sera vraiment autant l'énergie de l'avenir que certains le disent, en tout cas. En tout cas, pour nous, c'est une préoccupation. Quelle énergie pour le rail dans les 10 années à venir et puis plus tard aussi. Et vous avez parlé d'économie circulaire, ça c'est un thème qui nous est très cher également. C'est sûr que parmi les défis du transport ferroviaire, il y a celui et le nôtre en tant que gestionnaire de flotte de matériel roulant, celui d'utiliser le plus longtemps possible un matériel et donc de pouvoir le moderniser. Puisque l'économie circulaire, c'est remanufacturing, mais aussi allongement de la durée de vie des produits. Et donc, voilà, un petit commentaire sur les mots-clés que j'avais notés de Madame Van Impe. Super, merci beaucoup. Monsieur Kriedel, vous avez sans doute aussi écouté. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé spécifiquement? Il y avait plusieurs choses, mais je trouvais très intéressant l'importation de l'hydrogène verte, l'ambition du port d'Anvers de devenir le premier hub de l'hydrogène verte. Je pense que c'est quelque chose vraiment super important, certainement à cause de la crise énergétique dans laquelle nous nous trouvons maintenant. J'ai aussi noté que le rayon de 500 km autour d'Anvers inclut 60% du pouvoir d'achat en Europe. C'est certainement un grand potentiel, même s'il faut dire que le port d'Anvers, je pense, se trouve en compétition aussi avec d'autres ports qui sont aussi très très compétitifs, comme vous l'avez mentionné, le petit port dans le nord. Donc c'est bien sûr un potentiel, mais aussi un potentiel qu'il faut probablement défendre, mais ça vous savez mieux que moi comment le faire. Tout à fait, je pense on a pu remarquer cette ambition qui est là sur différents points, c'est intéressant. Par contre, ce que je me demande, Madame Van Impe, on a eu bien évidemment relativement récemment cette crise sanitaire Covid-19. Quelles ont été les leçons que vous avez pu en tirer spécifiquement chez vous dans les ports? J'y réfléchis parce que j'ai eu cette question à l'avance. J'ai noté 3 mots-clés. Mondialisation, résilience et collaboration. Mondialisation, on a pu constater qu'on vit, on le savait déjà, mais ça s'est quand même renforcé dans un monde mondialisé, fortement entrelié, que ce soit au niveau humain qu'au niveau des marchandises,
Et en même temps, ça a montré notre vulnérabilité. Il est devenu très clair que nous dépendons d'autres régions, surtout pour une économie aussi ouverte que la Belgique. Deuxième mot-clé, résilience. On en a déjà beaucoup parlé, c'est le thème de la journée. J'ai quand même constaté une force énorme au niveau de l'individu et au niveau des entreprises. Cette force de faire face au changement en permanence quand même pendant toute une période. Certains plus facilement, d'autres qui ont eu plus de difficultés. Mais ça a quand même montré, et je suis assez optimiste de nature, un pouvoir de s'adapter dans un air, dans l'ère du VUCA, hein, donc volatile, incertain, complexe et ambigu que nous vivons en plein, vraiment dans toutes les dimensions. Et j'ai noté la citation de Darwin qui disait déjà, et il le savait déjà, la survie du plus fit. Donc c'est l'espèce qui s'adapte le mieux au changement qui va survivre. Et ça, je pense que la période du Covid nous a bien démontré. Et puis la force de la collaboration aussi. Il a fallu collaborer tant au niveau national qu'au niveau international. Et c'est aussi, c'est vraiment au cœur de notre ADN au niveau du port d'Anvers-Bruges. Et il y a eu des fonctions pour nous, des collaborations au niveau des associations, des ports, au niveau du World Economic Forum, enfin des collaborations où on n'était vraiment pas, on s'y attendait peut-être pas, mais où il y a parfois aussi de l'innovation qui s'en est sortie. Nous avions déjà une collaboration, par exemple, avec une société qui s'appelle Rombit, qui fait des bracelets pour soutenir la sécurité personnelle des gens. Et bon, ils sont venus, ils ont dit, on pense qu'on a une solution au niveau de la distance sociale, qu'on peut reprogrammer ces bracelets. Est-ce qu'on peut tester ça chez vous? Et je l'ai cité, on veut être vraiment une plateforme d'innovation. On l'a fait et maintenant, ils ont eu des demandes partout dans le monde. Ils ont été sur les grandes chaînes américaines avec cette histoire. Et voilà, c'est un petit succès belge où on a pu faire notre petit chemin avec eux. Et on a pu justement les lancer au niveau mondial. Et ce genre de petites collaborations aussi font aussi plaisir dans ces périodes difficiles. Mais c'est surtout une grande force de pouvoir collaborer. Et je pense que ça fait partie aussi de l'ADN belge d'être focalisé et de collaborer en temps de crise. On l'a vu aussi dans le résumé de M. William aussi au niveau de la crise des inondations. Il y a eu beaucoup de collaborations qui se sont établies spontanément. Et je pense que c'est très important au niveau de la gestion des crises. Ce que vous dites, c'est qu'en temps de crise, de temps en temps, il y a même de nouvelles innovations qui vont naître. Monsieur Kriedel, par rapport à la navigation fluviale, vous êtes l'homme des chiffres. Est-ce que vous avez des chiffres à partager avec nous par rapport à ce que vous avez remarqué spécifiquement pendant cette période de la crise du Covid-19 ? Bon, je connais bien sûr le développement de la navigation, notamment sur le Rhin, pendant cette crise, mais je trouve honnêtement que les chiffres n'étaient pas complètement impressionnants. Il y avait, je pouvais pas dire exactement la diminution du transport, parce qu'effectivement, ce qu'on a pu observer pendant cette crise Covid, c'était une diminution, bien sûr, au début de cette crise pandémique, dont la navigation fluviale a aussi souffert d'un certain degré, mais ce n'était pas impressionnant comme diminution. Et ce qu'il faut savoir, il y avait vraiment, après 6-7 mois, une relance du transport fluvial. Donc globalement, le transport fluvial est sorti de cette crise avec un gain même de transport fluvial. Il a pu démontrer son rôle important pendant cette crise, notamment pour les produits agricoles qui avaient vraiment réussi à atteindre une hausse pendant la crise Covid. Je vous vois dire oui. Vous avez remarqué la même chose? Avec nos chiffres de cette période-là, on a toujours, quand la crise du Covid a
a vraiment démarré, on a été focalisé pour justement faire tourner le port. C'était pas évident. Hein, parce qu'avec il y avait plein d'inconnus, il y avait quand même beaucoup de cas aussi, mais on a quand même toujours collaboré justement avec les partenaires de la chaîne maritime dans le port et dans l'arrière-pays pour approvisionner, pour assurer l'approvisionnement du pays et d'une grande partie d'Europe. On a une grande responsabilité et cette responsabilité se ressentait partout dans la chaîne, de l'arrivée des grands navires jusqu'aux barges, et tout le monde voulait vraiment porter cette responsabilité, et effectivement les produits agricoles, les produits frais, nous on n'a pas vraiment vu une grande baisse, mais je dois dire aussi, ça revient aussi à la résilience du port et la connexion, et de ne pas dépendre d'une région. En temps Covid, on a quand même résisté mieux que, par exemple, le port un petit peu au nord. On est assez fiers parce que ça montre quand même la résilience de tout le système qui est autour de ce port. Pas uniquement le port tout seul, mais la résilience de tout le système qui est autour. Madame Kuhn, et par rapport dans votre secteur, vous avez vu quand même des baisses des chiffres ou pas du tout? Qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, alors nos conclusions sont un peu semblables. Il y a quand même des entreprises qui ont souffert pendant la crise du Covid, peut-être aussi parce que dans le secteur du fret ferroviaire, il y a beaucoup d'entreprises, il y a un certain nombre de nouveaux acteurs donc, qui sont un peu plus fragiles, mais la Commission européenne est intervenue pour autoriser les États membres à réduire les payages d'infrastructures pour compenser des pertes trop importantes pendant cette période. Et au final, je constate qu'en 2021, vous êtes certainement au courant des chiffres, l'UIRR souligne que 10,16 millions de TEU ont été transportés en 2021, ce qui représente un record historique. D'accord. Donc, on a constaté aussi que le rail était résilient, qu'il permettait de... on a tous vu des malades transportés en TGV, le fret, dans une certaine mesure, a continué aussi. On a aussi constaté qu'il y a eu un certain nombre de trains supprimés et que, par cette suppression de trains de voyageurs, les trains de fret étaient beaucoup plus à l'heure. Et en fait, les constats du fait que nous soyons plus résilients, du fait que plus de capacité d'infrastructure permet de garantir plus de qualité, tout ça a été un peu un dopant, si je puis dire, et nous a remobilisés autour des objectifs du Green Deal, dont on a maintenant tous conscience qu'on ne peut pas faire autrement que les atteindre. Donc pour nous, c'est résilience et mobilisation, je dirais. Malheureusement, on a eu la crise du Covid, mais qui est toujours quand même un peu présent. Par contre, entre-temps, nous avons cette guerre en Ukraine. Monsieur Kriedel, quels sont les effets que vous remarquez? Est-ce qu'à nouveau, il n'y a pas grand-chose que vous voyez dans les chiffres, ou est-ce que là, c'est plus... Non, c'est tout à fait une histoire complètement différente maintenant. Les effets statistiques sont complètement différents en comparaison avec la crise Covid maintenant. Cette guerre a entraîné une hausse incroyable des prix énergétiques pour le gaz, pour le charbon, pour le pétrole, pour tous les produits pétroliers, les fuels, etc. Et cette hausse des prix a entraîné une grande réduction en termes de demande de transport pour les produits pétroliers. Ce qu'on peut mesurer déjà maintenant avec les chiffres des grands ports rhénans, je cite par exemple les ports suisses à Bâle, où les produits pétroliers représentent le segment de transport le plus remarquable au niveau des pourcentages. On a des réductions qui sont à 2 chiffres en pourcentage. Je dirais même dans les premiers 7 mois, il y a une réduction de à peu près 40% au niveau du trafic fluvial des produits pétroliers pour un port où ces produits pétroliers représentent 60% de la totalité des produits transportés par voie fluviale.
Donc ce sont vraiment oui, je ne dirais pas catastrophiques, mais ce sont des crises, c'est une vraie crise maintenant, notamment pour les produits pétroliers et pour tous les ports où ça représente une grande partie du transport fluvial. Madame Kuhn, par rapport au rail, est-ce que vous remarquez quelque chose de bien spécifique maintenant avec cette guerre depuis qu'elle a démarré? Oui, outre le sujet de l'énergie sur lequel je vais revenir, il faut savoir que le secteur ferroviaire se mobilise pour aider les cheminots ukrainiens qui ont besoin d'aide en matériel, en dons. Donc il y a une task force qui a été mise en place pour aider l'Ukraine. Et alors évidemment, c'est une très grande source de préoccupation pour nous aussi, l'augmentation des prix de l'énergie. Le rail utilise majoritairement l'énergie électrique, qui a augmenté énormément. Donc moi, les chiffres, j'ai vu certains chiffres. J'ai vu que je vais partager un chiffre qui est hallucinant, qui a été partagé par Allianz Pro Chine en Allemagne. Ils nous disent en 2019, la bourse payait encore en moyenne près de 38 € par mégawattheure d'électricité en fin août. Le mégawattheure a même atteint 970 € à court terme. Donc en 2019, 38 par rapport à 970 fin août. Court terme, ça a certainement évolué. Sachant que l'électricité sur le rail est d'abord achetée sur le marché de l'énergie sur une base quotidienne et les prix sont proposés en conséquence. Je pense que certaines entreprises ont vu leurs factures multipliées par 3 ou par 10. Donc ça pose un vrai problème. D'un pays à l'autre, ça varie parce qu'il y a eu des interventions étatiques qui peuvent différer. Mais dans certains pays, il y a une réelle crainte de retour à la route parce que les prix devraient être augmentés si rien n'est fait. Maintenant, nous espérons une intervention de l'Europe pour les secteurs qui contribuent à la réduction des émissions de CO2, évidemment. Mais il faut être très, très prudent et nous sommes extrêmement vigilants par rapport à cette évolution-là. Madame Van Impe, vous en avez parlé brièvement dans votre exposé. Quelles sont chez vous les plus grosses perturbations à l'heure actuelle par rapport très spécifiquement liées à la guerre en Ukraine? Au niveau du port, on a eu des sanctions au début quand la guerre a démarré qui ont eu un impact. On a eu l'importation des produits raffinés, du fer, de l'acier, du ciment, du bois aussi au niveau des engrais. Un impact important, que c'est quand même un pays, des pays qui sont importants à ce niveau-là. Au niveau de l'exportation vers la Russie, les biens à double usage, donc les biens qui peuvent être utilisés aussi tant civils que militaires, et les carburants pour les avions. Mais ça a provoqué surtout un déplacement des routes maritimes. Donc l'approvisionnement a été trouvé dans d'autres pays. Et donc, par exemple, pour l'acier, on ne va pas vraiment voir une grande baisse de l'acier à ce niveau-là. Il reste que le fret russe représente plus ou moins 5% du total. En 2021, c'était 5%. Oui. Donc l'impact au niveau du volume vraiment de la guerre sera assez limité au niveau du port. En revanche, la situation de la guerre n'a pas été bénéfique à la situation de la congestion. Donc ça a amplifié encore la congestion. On a eu les lockdowns en Chine, on a eu le canal Suez, la guerre, tout ça n'aide pas à stabiliser cette situation de la congestion au niveau des flux. Mais bon, les collègues ont déjà cité les prix de l'énergie qui ont un impact énorme. Et donc, pour nous, les indicateurs sont quand même au rouge au niveau de l'impact économique. Je pense que c'est surtout cet impact économique qui va nous
qui va être le plus gros. La crise du Covid avait déjà démarré avec une inflation de plus ou moins 2%, mais là, maintenant, on a une explosion de l'inflation, la plus grosse inflation depuis 40 ans, je pense. Enfin, oui, tout à fait. Me le confirmer. Comparable aux années 70. Oui, hein, ouais. donc voilà. Et du côté des dépenses, pour les pays européens aussi, certains postes ont vraiment qui augmentent encore la pression, que ce soit la défense, le coût de l'énergie, la reconstruction dont vous avez parlé, le changement climatique qui est quand même encore nécessaire et urgent, vous l'avez mentionné à juste titre. Donc il ne fait aucun doute que les dépenses au niveau des États dépasseront les limites que l'Union européenne nous pose. Et nous avons quand même les premières indications des clients. J'ai cité dans mon intervention le secteur des conteneurs. Et là, on voit quand même, c'est quand même un peu un baromètre au niveau de l'économie, un baromètre macroéconomique, je dirais, un indicateur assez fiable pour la température de l'économie mondiale. C'est par exemple le prix du transport par conteneur. Et j'ai noté les chiffres. Le prix du conteneur est tombé ces dernières semaines à un niveau le plus bas depuis novembre 2020. Le prix pour transporter un conteneur de 40 pieds de Shanghai à Los Angeles est passé sous la barre des $4 000 US à la fin du mois de septembre pour la première fois en 2 ans. Il faut dire aussi que les prix ont explosé juste avant. Les 2 dernières années, juste avant. Mais donc, pour vous donner une comparaison, en septembre 2021, la même expédition coûtait $10 000. Des 4 000 en septembre, le prix a encore baissé de 8% en un mois de temps, la semaine dernière, pour passer à $3 688. Donc, c'est quand même un record au niveau de la baisse. Pas encore un record au niveau des prix, parce qu'on a eu des prix à 1 400 US $ aussi. Mais je pense qu'on peut quand même s'attendre à un malaise économique. Je sais que j'ai dit que j'étais assez optimiste de nature, mais là, il y a quand même des indicateurs qui sont fortement au rouge. Il reste à voir quelle sera l'ampleur de la crise et combien de temps elle durera. Combien de temps est-ce qu'il faudra à l'économie pour se remettre de cette crise, mais la crise, à mon avis, est assez inévitable. Monsieur, avec ces chiffres, pourra peut-être nous confirmer ça, je l'espère. J'aimerais bien revenir, Madame Kuhn, à quelque chose que vous avez évoqué juste avant. Vous avez dit, et je pense que nous avons un slide qu'on peut peut-être montrer, on en a parlé brièvement dans la préparation, vous dites « now the transition », donc pas la Voilà, la transition. J'imagine que ce n'est pas quelque chose que vous avez inventé il y a quelques mois quand la guerre a commencé, mais donc vous dites déjà maintenant, on est dans cette transition vers les trains. Quel est le plus important dans cette transition pour vous ? Le plus important, c'est que le volume de fret ferroviaire augmente. Et ce, quelles que soient les perspectives économiques, les évolutions économiques, qu'il y ait croissance ou qu'il n'y ait pas croissance, puisque, comme vous disiez, on ne sait pas très bien où on va sur le plan économique. Mais j'ai repris sur mon visuel, en fait, l'objectif européen à l'horizon 2030. Au niveau européen, l'objectif à 2030, c'est augmenter de 50% le volume du fret ferroviaire. Donc en Belgique, on a 60 millions de tonnes transportées par an par rail. J'ai checké les très belles statistiques d'Infrabel, qui publie très bien ça sur son site, ce qui représente 12% de part de marché. Donc, si on veut passer de 60 millions à 90 millions de tonnes transportées en 2030, il faut quand même augmenter par année, si je ne me trompe pas, de l'ordre de 5% par an. C'est quand même pas mal, hein ? C'est ça. Comment peut-on faire cela ? Mais je pense que le travail a été commencé au niveau européen au début de ma carrière. Moi, ça fait juste 30 ans que j'ai commencé dans le secteur ferroviaire et je vois vraiment, après 30 ans, les résultats de la politique européenne qui a été d'ouvrir le marché, de créer
un espace européen ferroviaire unique, ce qui a conduit en Belgique à la création de l'INEAS, qui est un opérateur fret européen, qui a beaucoup de trafic partout en Europe, qui circule sur des corridors européens. Et en France, il y a une vingtaine d'opérateurs sur le territoire français. Je pense qu'il doit y certainement y en avoir une dizaine en Belgique. En tout cas, cette concurrence, ce développement de la concurrence sur le rail européen a permis non seulement d'enrayer le déclin qui avait commencé, si je ne me trompe, juste après la Deuxième Guerre mondiale, jusque donc fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, on constate qu'on reprend des parts de marché. En Belgique, je disais 12%, Belgian Rail Forum mentionnait 10%. En France, je suis allée à un colloque hier, ils disaient qu'ils avaient pris 1%. Ils avaient constaté une augmentation de part de marché de 1%. Et c'est pour ça que je dis, the transition, c'est maintenant, on y est. Et donc, on est à 60 millions de tonnes aujourd'hui, on sera à 90 en 2030. D'accord. Mais donc vous avez besoin d'aide, j'imagine, du secteur, des personnes ici présentes également comme société, de réfléchir à des modes de transport peut-être un peu différents de ce qu'on a l'habitude peut-être depuis 20 ans, 15 ans dans certaines sociétés? Oui, maintenant, le secteur ferroviaire est dynamique et donc c'est aussi ces nouvelles entreprises ferroviaires qui peuvent proposer de nouveaux produits, qui ont vraiment entamé une diversification. Donc plus d'entreprises ferroviaires, ça veut dire plus d'approches clients différentes, potentiellement plus de types de produits différents qui peuvent être transportés, puisque avant évidemment c'était beaucoup des produits lourds. Aujourd'hui, grâce notamment au transport combiné, toutes sortes de produits peuvent être transportés par le rail. Donc je pense que ce n'est pas la responsabilité des clients, c'est la responsabilité des entreprises ferroviaires de développer cette politique très orientée client. J'ai d'ailleurs vu que l'orientation client a été prise en compte dans le nouveau plan pour le fret ferroviaire en Belgique. C'est de donner aux gestionnaires d'infrastructure un rôle d'orientation client très fort. Donc c'est lui qui doit attirer de nouvelles entreprises ferroviaires qui elles-mêmes vont avoir une approche client extrêmement dynamique, innovante. Il faut développer les canaux de vente et c'est ce que les entreprises ferroviaires sont en train de faire. D'accord, oui. Avec les clients, je ne sais pas si vous relayez à ça, c'est que bien souvent le rail est encore trop peu connu en tant que mode de transport et que les sociétés ne voient pas toujours les bénéfices et les atouts du secteur ferroviaire. J'ai cité l'événement à Anvers fin octobre. C'est ça, justement, le 28, c'est ça, on commence l'après-midi par un voyage en train à travers le port, justement pour rassembler tous les acteurs autour du rail et de faire connaître les atouts du rail, mais d'une manière très tangible dans le port même. C'est unique parce qu'en général, il n'y a que les marchandises qui passent par le port. Là, on mise haut au niveau événementiel, c'est pas évident, mais on va avec les invités, on va découvrir le rail dans le port, dans le domaine portuaire. Et c'est un peu intéressant. Oui, absolument. La synergie port-rail, port-fer est aussi un outil, un créneau qui est en plein développement parce qu'effectivement, le rail est bien conscient que c'est une bonne façon de se développer. D'accord. On a parlé brièvement les impacts négatifs. Dans la première présentation, on a parlé de la sécheresse, entre autres. Monsieur Kriedel, pour passer à un autre thème, les changements climatiques. Comment est-ce qu'on peut éviter les effets super négatifs de la sécheresse, par exemple, vous, au niveau du Rhin? Il n'y a pas une réponse facile à cette question, mais c'est plutôt une combinaison des mesures qu'il faut prendre. Il y a l'infrastructure, bien sûr, du Rhin qu'il faut aussi modifier encore d'un certain degré, mais il ne faut pas attendre la totalité des réponses de l'infrastructure. On ne peut pas trouver une solution magique en modifiant l'infrastructure.
à cause de plusieurs limitations, aujourd'hui, on n'est plus au 19e siècle où on pouvait aménager le Rhin comme le fameux ingénieur badois, M. Tulla, l'a fait au 19e siècle. C'est plus possible parce qu'on vit dans un autre monde, on a une autre sensibilité écologique aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que en modifiant la morphologie d'un fleuve aujourd'hui, il y a des impacts qui n'étaient pas du tout importants au 19e siècle au niveau de l'écologie, mais qui sont bien sensibles aujourd'hui, bien sûr, qu'on peut imaginer. Donc, l'infrastructure ne peut pas trouver la solution unique. Elle peut contribuer, mais c'est aussi, il faut aussi changer sur d'autres boutons. Il faut notamment changer aussi un peu la logistique. Il faut peut-être augmenter le stockage. Il faut augmenter la capacité des dépôts de stockage, bien sûr. Il faut aussi adapter les bateaux d'une certaine façon. On vivait dans une période de 40 ans pendant laquelle il n'y avait presque pas de bateaux sur le Rhin. Entre les années 60, 70 et 2018, il n'y avait presque pas de bateaux, ce qui n'était pas la règle, mais c'était plutôt un âge d'or quasiment, pendant laquelle la construction navale a choisi une trajectoire d'agrandir la capacité des bateaux. Ce qui était économiquement logique et tout à fait économiquement un bénéfice. Oui, ça représentait un grand bénéfice parce qu'on pouvait transporter beaucoup plus, réduire les coûts par unité de transport, etc. Mais cette trajectoire, il faut s'abstenir de cette trajectoire maintenant un peu. Il faut revenir à une construction navale tout à fait différente. Et je dis ça aussi parce qu'on a entendu aujourd'hui dans la première présentation que la logistique urbaine va jouer un grand rôle dans le futur. Ça, c'est un grand nouveau marché qu'il faut exploiter, où la navigation fluviale doit vraiment exploiter un grand potentiel économique, parce que pourquoi est-ce qu'il faut changer la logistique urbaine? Parce qu'il y a trop d'impact négatif de la logistique urbaine d'aujourd'hui avec les camions. Donc la navigation fluviale doit contribuer à cette croissance et elle ne peut pas le faire avec la même philosophie des bateaux d'une capacité de 3000 tonnes. Il faut réduire ça, il faut changer la philosophie un peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout des grands bateaux, mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire dans le futur. Donc on doit au fait comprendre que les temps ont changé et qu'on ne va plus revenir en arrière parce que les moments de sécheresse, ça va arriver de plus en plus... La sécheresse, c'est une chose, mais une autre chose, c'est la limitation du potentiel économique des vieux marchés comme, je dois le dire, que à peu près 33% du transport rhénan représente des énergies fossiles. C'est le charbon, c'est aussi le minerai de fer qui est lié à une production sidérurgique qui est en combinaison avec le charbon. C'est ça. Donc, c'est 33% à peu près. Donc, on ne peut pas croître à long terme avec une telle structure qui a un tiers des produits qui sont fossiles. Ça doit être clair, je pense, pour tout le monde. Pour tout le monde, qu'on doit passer à autre chose. Madame Van Impe, vous avez déjà mentionné pas mal de choses, que pour vous aussi, les enjeux climatiques, on ne peut pas les oublier. Effectivement, on a eu la crise du Covid, on a la guerre actuellement. Pour vous, c'est vraiment un choix stratégique, bien stratégique, de rentrer justement dans ces défis des enjeux climatiques, je pense. Absolument.
on ne peut pas s'en passer. On C'est a ça. un objectif d'être neutre en carbone vers 2050. Le défi est énorme. Le port, c'est le plus gros émetteur du pays, C'est ça. avec l'industrie chimique qui est là. Donc, ce n'est pas... C'est pas un choix, presque. C'est un devoir de passer à autre chose. Et j'ai parlé de l'écosystème au niveau du port, avec la situation maritime à la mer du Nord de Zeebrugge, avec la situation à l'intérieur et avec la présence du cluster chimique à Anvers. C'est un écosystème très intéressant pour mettre en route des choses. Mais je relis ce que monsieur dit, au niveau du bassin du Rhin, on suscite beaucoup d'intérêt des sociétés qui sont là-bas, qui sont maintenant à base fossile et qui sont fortement intéressées à justement avoir ces molécules vertes pour faire la transition aussi eux-mêmes. Et ce sont des projets qui sont déjà en démarrage. Donc, on voit déjà le rôle de levier du port au niveau de l'économie en général. Et on parle de l'hydrogène vert, mais on a plein de projets dans ce domaine qui sont en cours. La captation de CO2, j'en ai parlé. L'économie circulaire. On a aussi des plus petits projets. On a des miroirs solaires, par exemple. C'est une invention belge pour justement, pour l'industrie, revaloriser la chaleur. Donc, la solution ne sera pas uniquement l'hydrogène vert. La solution sera dans plusieurs sortes d'innovations et de collaboration. Et là, on y croit et on a un objectif assez ambitieux, mais on y croit mais on devra aller dans des territoires inconnus, on devra oser être pionnier et montrer de l'audace. Je pense que c'est très important au niveau de l'économie, au niveau des entreprises, au niveau du pays. Est-ce que cette audacité existe également pour le transport ferroviaire? Quels sont pour vous les plus grands défis ou les plus grandes opportunités que vous voyez pour effectivement arriver à ces Green Deal? Alors, je vais tout de suite rebondir et dire un mot en matière d'énergie. Le transport ferroviaire est reconnu comme étant le transport le plus durable, le plus vert. Il émet, certains disent 9, 10 ou 11 fois moins de CO2, donc c'est beaucoup moins en tout cas que la route. Mais nous sommes conscients qu'il y a quand même encore un certain nombre de locomotives en Europe qui circulent au diesel. Et donc, nous avons pris l'initiative. Voilà. Comme au port. Et donc, c'est pour nous un thème de réflexion et d'étude parce qu'il faudra préparer ce qu'on appelle le diesel swap. Et dans le diesel swap, il y a l'innovation qui est importante, effectivement, aller vers de nouvelles énergies. L'industrie, donc les sociétés qui construisent les locomotives ont déjà pris des initiatives, mais un élément très important dans les changements, dans les évolutions, dans les transitions, c'est la programmation des investissements. D'accord. Donc, quand une innovation est réalisée, il faut qu'elle arrive à convaincre le marché, et que le marché l'adopte et que les investissements se programment dans un délai relativement réduit, en tout cas le plus efficacement possible. Et ça, c'est un sujet de préoccupation chez nous. Alors, pas que, puisque nous sommes quand même le mode le plus vert, donc nous sommes plutôt occupés à nous digitaliser. Donc ça, c'est vraiment le gros défi. Je pense que vous avez aussi abordé la question. Donc le rail sera de plus en plus digital, sera de plus en plus automatisé aussi. Puisque ça reste quand même le fait, par exemple, le couplage automatique des trains, par exemple, va quand même apporter beaucoup plus de confort, si je puis dire, dans l'organisation des trains futurs, mais ça va encore prendre quelques années. Le plus gros défi actuel, c'est le déploiement de l'ERTMS, le système de gestion et de sécurisation des trains à l'échelon européen, donc qui est un système interopérable. On est très bien placé en Belgique en la matière, on est parmi les bons élèves, mais il y a des pays comme la France qui sont beaucoup moins bien avancés dans le déploiement de l'ERTMS. Donc ça, c'est un gros défi.
il y a aussi le défi de la diversité. Le rail est un secteur qui reste beaucoup trop masculin. Vous l'avez abordé tout à l'heure. C'est un des objectifs européens de féminiser le rail. Je pense qu'on progresse, mais qu'il y a encore beaucoup de travail. Il faut encore avancer en attractivité. On a besoin de ressources humaines. On disait tout à l'heure de 60 à 90 millions de tonnes en 2030. Gros challenge. 4,6% de croissance par an, mais ça veut dire aussi une croissance dans les besoins en matériel roulant, en pièces de rechange. Donc, il faut que les moyens matériels suivent, mais il faut aussi que les moyens humains suivent. Et là, nous avons des besoins en techniciens qui ont des compétences en informatique et des compétences linguistiques aussi. Et j'ai encore noté quelque chose. La vente, je l'ai dit tout à l'heure, développer nos canaux de vente et programmer nos investissements. Je pense que j'ai dit l'essentiel. D'accord, super. Nous avons dans la salle aujourd'hui surtout des entreprises wallonnes, des décideurs politiques également. Je pense qu'on est tous d'accord, nous vivons dans un monde très volatile. Vous avez parlé du prix du conteneur qui augmente, qui descend, enfin, par exemple. Monsieur Kriedel, si je vous demande de donner quelques conseils, court terme, moyen terme, long terme, spécifiquement pour les entreprises wallonnes qui sont dans la salle, qu'est-ce que vous leur direz ? Étant donné que je connais un peu le transport fluvial en Wallonie, étant donné que j'ai fait des recherches, observation des marchés, pas uniquement pour le Rhin, mais aussi pour plusieurs pays en Europe, y inclut la Belgique et y inclut la Wallonie, je sais que la structure du transport fluvial en Wallonie est encore fortement influencée par l'histoire économique de la Wallonie, qui était fortement impacté par l'industrie sidérurgique, ce qui veut dire qu'il y a une structure de transport fluvial qui est caractérisée par un grand pourcentage de minerais de fer, charbon. Donc, on parle des industries relativement saturées, il faut le dire. Et ainsi vient ma considération que pour la Wallonie, notamment, il faut essayer d'atteindre une transition énergétique, pas uniquement pour les bateaux, mais aussi pour le marché du transport fluvial. La logistique urbaine qui était mentionnée aujourd'hui dans cette présentation est un exemple pour cette transition. Il faut essayer de restructurer le transport fluvial, notamment en progressant vers une logistique pas seulement à grande distance, mais aussi une logistique à courte distance, une logistique urbaine. C'est ça. Madame Van Impe, est-ce que vous avez des conseils pour les sociétés qui sont peut-être des sociétés effectivement wallonnes, mais on a bien évidemment aussi de grandes sociétés qui sont implémentées ici sur le sol wallon. Quels sont vos conseils ? Effectivement, les activités industrielles et économiques en Wallonie sont très importantes. Donc, ces activités, comme partout en Europe, sont sous pression pour différentes raisons, et donc il faut rester alerte et il faut rester assez vigilant. Le plus gros défi à court terme ne surprendra pas, c'est la crise en Ukraine, bien sûr. On a les sanctions, on en a déjà parlé, l'incertitude sur le plan économique. Mais bon, à plus long terme, il faut continuer à miser sur la diversification, je pense, des chaînes d'approvisionnement et des fournisseurs. Je pense que ça, c'est vraiment une leçon aussi du Covid. La transformation digitale, on en a déjà parlé amplement, qui est encore plus importante en temps de crise, pour être vraiment très court sur le marché. Le commerce électronique, on a vu le boost du secteur pendant le Covid.
Et c'est une évolution qui ne s'arrêtera pas, pour le dire dans les termes de Madame Kuhn, c'est un train à pas rater. Et finalement, bien sûr, le développement durable, ça devient de plus en plus des critères, on le voit, tant du consommateur, mais aussi des joueurs industriels. Donc je pense qu'il faut quand même se poser régulièrement la question, est-ce qu'on peut encore prendre des initiatives à ce niveau-là. Madame Kuhn, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce qu'il y a, par exemple, des choses qui se passent dans d'autres pays européens qui peuvent être un exemple pour ces sociétés wallonnes? C'est une question difficile parce que je trouve que ce qui se fait à l'étranger n'est pas nécessairement transposable chez nous, mais j'ai quand même réfléchi à certaines choses. Il y a par exemple une nouvelle société de leasing de matériel roulant ferroviaire créée aux Pays-Bas. Ils en ont au moins 2. La plus récente devrait entrer dans notre association au 1er janvier 2023. Et quand je les ai rencontrés à Berlin le mois dernier, ils m'ont dit qu'ils utilisaient ou qu'ils avaient en projet le projet d'utiliser des locomotives construites par John Cockerill. Qui sont des locomotives hybrides. Ça veut dire qu'on a chez nous des entreprises qui développent des produits d'avenir. Alors, ma recommandation par rapport à ça, c'est d'être entrepreneur, c'est de se dire en Belgique, on peut peut-être aussi développer de nouvelles sociétés de leasing de matériel roulant ferroviaire. Mon message, c'est de croire dans la croissance du ferroviaire parce qu'elle est là. Et donc de peut-être innover ou entreprendre dans les secteurs de la construction ferroviaire, étant entendu que la construction ferroviaire, ça vise aussi toutes les pièces de rechange des machines, tous les softwares, donc c'est très très large. Comme expérience à l'étranger, je vois qu'il y a des expériences d'aide au transport de marchandises par rail. Il faut toujours regarder, je trouve, avec beaucoup de prudence, parce qu'il y a des expériences d'aide, mais il y a aussi des expériences de sociétés bénéficiaires. Europort en France est une société de fret ferroviaire bénéficiaire. On peut gagner de l'argent avec le ferroviaire. C'est aussi un message que je veux faire passer. Mais il y a des activités qui sont plus difficiles à rendre bénéficiaires. C'est le transport par wagon isolé. Et là, j'ai vu que la France avait introduit une aide pour ce segment très très spécifique. La Suisse est évidemment souvent prise en exemple. C'est un des pays, mais pas le seul, où le péage des infrastructures ferroviaires est assez bas. Ça peut aider, évidemment. Je pense que la Belgique est parmi ceux où le péage est assez élevé. Donc il y a des outils aux mains des pouvoirs publics aussi, mais je crois que le message que je veux surtout faire passer, c'est on peut gagner de l'argent avec le ferroviaire et donc il faut être entrepreneur. D'accord. Donc, vous demandez aux entrepreneurs d'être innovants et d'être entrepreneurs et audacieux. Surtout audacieux, effectivement. Nous avons, comme je disais, aussi des décideurs politiques. Est-ce que vous avez des messages tous les trois pour ces décideurs ici? Est-ce que vous avez des conseils, des choses à être vigilants, des demandes spécifiquement pour ces décideurs wallons dans la salle? Madame Vanim? J'ai écouté M. Willam et j'ai vu les grandes infrastructures qu'il a citées, les gros ouvrages, et bien sûr, ça reste important de continuer à investir dans une bonne infrastructure, une infrastructure qui est adaptée pour le futur et pour les défis du futur que M. Kriedel a déjà mentionné. Mais je pense que le plus important message à faire passer, c'est soyons ouverts au changement. Et donner un terrain de jeu aux entreprises innovantes. Je donne un exemple, la navigation intérieure autonome. La Belgique ne serait pas précurseur à ce niveau-là si les startups comme une société qui s'appelle CIFAR n'avaient pas eu le soutien des législateurs, tant au niveau flamand qu'au niveau wallon, pour mettre cette nouvelle technologie dans la pratique et de pouvoir la développer. Et cela ne se fait que de rester en dialogue pour bien comprendre les besoins
de ce genre de société et d'oser parfois ouvrir une porte qui est importante pour pouvoir se développer. Claire, quelque chose à rajouter, Madame Kuhn, par rapport à ça? Oui, peut-être 2-3 messages. Un rappel de mon message en matière d'énergie, être très vigilant, être très prudent quand on intervient sur le marché de l'énergie et avoir à l'esprit savoir quelles seront les conséquences pour des secteurs qui sont des secteurs qui réduisent les émissions de CO2. J'ai souligné le plan d'action pour le fret ferroviaire en Belgique qui je pense, reprend de très bonnes orientations stratégiques pour le rôle du gestionnaire d'infrastructure. Développer aussi des programmes de formation indépendants pour le secteur. Ça, c'est très important. C'est un réel besoin. Et ne pas oublier les compétences linguistiques et l'état d'esprit européen. Le transport ferroviaire de fret est avant tout un transport international. Donc les forces de vente, aussi les techniciens du ferroviaire doivent être des personnes avec véritablement une ouverture d'esprit européenne, le goût d'aller voir ce qui se passe à l'étranger sans nécessairement le copier, le goût de savoir, le goût de communiquer, d'échanger. Ça doit encore développer. C'est un beau message, je pense. Monsieur Kriedel, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Je vais quand même modifier encore tous les bons messages. Je pense que les décideurs politiques doivent se rendre compte de la nécessité d'investir dans le futur de la navigation fluviale, aussi dans le futur du transport ferroviaire, bien sûr, comme les deux modes principaux écologiques. Et je veux dire, l'investissement dans la navigation fluviale, c'est aussi vrai pour le ferroviaire, est important dans le capital. On fait des investissements dans le capital, mais le capital, ça peut être l'emploi, les gens. Ça veut dire qu'il faut investir dans l'éducation, dans l'éducation des personnes. C'est très important pour la navigation fluviale et aussi dans l'infrastructure comme capital physique. Donc capital en termes d'emploi et capital physique. Les deux choses doivent être fusionnés ensemble pour donner des bons résultats, je pense. Je pense que c'est quelque chose que vous avez dit tous les trois. Il faut investir dans le capital humain, les éduquer, les apprendre à communiquer, comme vous communiquez très bien entre vous ici sur scène. Je regarde un peu, nous avons démarré le débat plus ou moins un quart d'heure plus tard, donc est-ce que je reçois un quart d'heure pour prendre quelques questions qui ont été envoyées? Oui? Ok. 10 minutes, parfait. Alors, il y a une première question, Monsieur Kriedel. Voyez-vous des changements structurels dans le transport fluvial qui sont directement en lien avec la crise énergétique? Oui, je pense que la crise énergétique dans laquelle nous vivons maintenant est comme un catalyseur. Ça veut dire que c'est une accélération de la transition énergétique parce qu'il y a toujours la pression économique qui est nécessaire afin qu'un système change. Il faut être réaliste qu'il n'y a pas de changement sans pression économique, je pense. Et pour moi, c'est un accélérateur. D'accord. Et je vais vous demander d'être assez bref dans vos réponses, comme ça je peux prendre un maximum de questions. Alors, au-delà de la crise énergétique, on parle aussi souvent d'une crise du personnel spécialisé dans les transports. Qu'observez-vous dans vos secteurs? Je pense qu'on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter? Qu'est-ce que vous observez spécifiquement dans votre secteur? Très concrètement, donc nous avons besoin de techniciens dans nos ateliers de maintenance de matériel roulant. Ça veut dire que les pouvoirs publics doivent soutenir l'enseignement par alternance. Je sais qu'il y a des initiatives en Wallonie, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais qu'on a aussi besoin de l'aide de l'Europe, et je m'y emploie. D'autres demandes? Besoin? Les techniciens, bien sûr, je pense que ça vaut un peu pour toute l'économie. On voit tant sur la plateforme d'Anvers que sur la plateforme de Zeebrugge aussi énormément de demandes de différents profils, et ça reste un défi quotidien, absolument. D'accord.
Une autre question, la croissance attendue du transport par le rail est-elle proportionnellement plus importante que celle du fluvial? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que vous allez avoir la même augmentation? Pardon, Je pense que ça dépend à quelle échelle. Ça dépend à quelle échelle. L'échelle européenne ou l'échelle belge. À l'échelle belge peut-être. Le fluvial est déjà très très fort. Je pense que là, la croissance sera plus importante au niveau, en pourcentage, au niveau ferroviaire. Mais je n'ai aucune idée au niveau européen. D'accord, monsieur Clément. Alors, selon les statistiques que j'ai exploitées, on peut dire que les deux modes de transport ont une chose en commun. Les deux modes de transport sont spécialisés maintenant pour le transport du vrac. Ils travaillent pour les marchés comme transport chimique, les deux modes de transport des minéraux de fer, de métaux, de charbon. Donc, les deux sont spécialisés dans les mêmes marchés un peu. Donc, ils ont cette chose en commun. Et le développement du transport ferroviaire et fluvial, lorsqu'on observe ça pour ces segments de marché, a beaucoup de choses en commun. Donc, ils souffrent des mêmes crises structurelles aussi, de la demande, et ils ont un peu le même développement. Donc, je ne pense pas qu'il y a trop de différences. D'accord. Moi, je connais seulement mon objectif, doubler à 2050 et plus 50% en 2030. Mais je ne connais pas l'objectif du fluvial. Et je dis que notre objectif sera atteint. Voilà. D'accord, super. Une femme avec une volonté, j'adore. La crise des volumes de produits pétroliers n'est-elle pas compensée par le transport de charbon? Oui, non, peut-être. Oui, à court terme, je suis d'accord, mais il faut quand même dire pour la totalité du transport fluvial, on est dans une crise maintenant. Parce que même s'il y a une compensation des pertes au niveau des transports de produits pétroliers, avec la hausse des transferts de charbon, il y a d'autres segments de marché comme des produits chimiques qui souffrent d'une augmentation des prix de matières premières. N'oublions pas que la production chimique et le transport fluvial des produits chimiques est fortement dépendant des prix des matières premières qui sont utilisées pour produire des produits chimiques. Donc il y a une vraie crise pour le transport fluvial et le charbon ne peut pas être une solution pour ça. D'accord. Moi, je crois qu'il faut aller de l'avant et chercher de nouveaux marchés. J'ai eu la chance de participer à un jury à l'invitation d'Yvon Le Yaerts, qui est peut-être dans la salle, où l'étudiante présentait la Suisse comme étant un modèle pour le transport de produits alimentaires par train. Je pense qu'il faut diversifier, il faut plutôt penser à ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut aller chercher comme nouveau marché, qu'au marché qu'on perd. D'accord. Donc, pensée positive, plutôt, si je comprends bien. Est-ce que je peux encore poser une dernière question ou est-ce que... Oui. Alors, Madame Koen, une question ERTMS belge à l'avance. Donc, la Belgique bientôt isolée. Que faire pour attirer les investissements en location multisystème pour éviter cet isolement? Isolé, je ne vois pas pourquoi la Belgique serait isolée, puisqu'on a au contraire environ 50% de notre réseau qui est équipé, donc notre réseau est plus accessible aux véhicules interopérables et équipés de l'ERTMS, donc je ne comprends pas la question. Moi, je ne la comprends pas tellement bien non plus. On peut en parler après. La personne qui a posé la question, voilà, vous avez quelque chose à faire pendant la réception. Allez poser votre question vous-même à Madame Koen. Peut-être encore une question, je pense que vous avez déjà plus ou moins répondu, peut-être. Pour le transport fluvial, il ne faut pas oublier le vieillissement des équipages. Sans équipage, même réduit, difficile de faire naviguer des bateaux. Donc, est-ce que oui ou non? Je vous regarde tous les deux. Brièvement, comme ça on va clôturer notre panel. Je pense qu'il
la pénurie de personnel est un problème pour tous les modes de transport. Ce n'est pas seulement pour le transport fluvial, aussi pour le transport routier, c'est un grand problème, ainsi que pour le transport ferroviaire. Et je soutiens à 100% le CFAR Project à Anvers, qui était mentionné par Madame Van Impe, pour effectivement contribuer à une compensation de la réduction démographique, qui est incontestablement un problème, mais ce n'est pas seulement un problème pour le transport fluvial. Je pense que c'est un problème pour tout le monde de transport. Vous désirez rajouter quelque chose ou Non, rien du tout. Ok, super. Eh ben, j'aimerais bien vous remercier. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Madame Nathalie Van Impe, Madame Carole Kuhn et Monsieur Norbert Kriedel. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît.